Bienvenue dans Les Filles d'Olympe, podcast intime et politique. C'est reparti pour le défi J'envoie 2024. Chaque jour de janvier, un épisode et une contrainte narrative pour stimuler notre imagination, se lancer un pari et aiguiser votre acuité et peut-être votre fidélité. J'y participe pour la seconde fois avec une quarantaine de collègues de l'Académie du podcast. Je vous bricolerai des histoires et des rencontres, tout spécialement pour les filles d'Olympe que vous êtes, tout en vous lançant, bien sûr, quelques défis. C'est parti. Aujourd'hui, je fais l'école buissonnière des contraintes narratives puisque j'ai le plaisir et l'honneur de recevoir Nathalie Piéguet. Je ne vous en dis pas trop sur elle, je vais vous laisser la découvrir. Sachez simplement que Nathalie Piéguet est d'origine française, qu'elle vit en Suisse depuis quelques années, puisqu'elle est professeure de littérature moderne à l'Université de Genève. Pour le reste, entrons dans l'épisode. Alors, bonjour Nathalie Piéguet. Bonjour. Bonjour, je suis vraiment ravie de vous accueillir et ravie que vous ayez accepté de prendre un petit moment pour échanger avec moi. Donc Nathalie, juste pour vous situer un peu, donc vous êtes professeure ordinaire de littérature française moderne à l'Université de Genève depuis quelques années maintenant. Vous êtes d'origine française et vous êtes venue donc vous installer en Suisse à la faveur de cet emploi et on va voir que ça va jouer un rôle important dans le dernier ouvrage que vous avez publié. Avant de parler de ça, j'avais envie de relever le fait que vous êtes l'autrice de plusieurs ouvrages, mais notamment un, La femme invisible, sur la mère de Louis Aragon, qui s'appelle Marguerite Toucas-Massillon, et qui a totalement disparu de l'histoire, mais qui a aussi été écrivaine. Donc ce sujet des femmes écrivains ou des femmes disparues dans les oubliettes de l'histoire, c'est quelque chose qui vous intéresse. Et puis c'est quelque chose qui nous intéresse aussi, puisque dans le cadre des Filles d'Olympe, qui est le programme dans le podcast dans lequel vous allez intervenir, et puis dans le programme de créativité également, c'est bien ça qu'on cherche à faire aussi, puisque Olympe, c'est Olympe de Gouges, qui est cette fameuse révolutionnaire française, elle aussi disparue pas mal de temps dans les oubliettes de l'histoire et qui a fini par en ressurgir pour le bien de tout le monde, je crois. Mais la raison pour laquelle on est ensemble aujourd'hui, c'est pour votre dernier ouvrage qui s'appelle Trois nanas. Trois nanas qui ont été publiées dans la collection Fiction et compagnie au Seuil et qui racontent la vie, ou en tout cas des parties de vie, de Niki de Saint-Phal, de Louise Bourgeois et d'Annette Messager. Ces trois femmes qui sont nées à des époques différentes, dans les lieux différents, et qui pourtant vous ont inspiré et vous avez trouvé intéressant de les mettre ensemble. Et il se trouve que au moment où votre livre est paru, on était en plein dans ce salon créatif qu'on a mené avec un groupe de personnes autour de Niki de Saint-Phal. Et donc on était en train de s'inspirer finalement de la vie de Niki de Saint-Phal, puisque c'était ça l'objectif de l'atelier. Et dans ce cadre-là, ma réflexion, elle tournait autour de cet aspect de créativité politique et de manière de se positionner, d'avoir une voix dans l'espace public. Et je pensais justement à ces trois femmes. Et donc, j'arrive dans une librairie, je tombe sur votre bouquin, et voilà, vous avez associé Niki de Saint-Phal, Louise Bourgeois et Annette Messager. Alors, peut-être pour ouvrir cette interview et ouvrir cet entretien, cette conversation avec vous, j'ai envie de vous demander pourquoi, au fond, ces trois femmes-là? Merci beaucoup d'abord pour l'invitation et pour l'intérêt pour mes trois nanas. Pourquoi ces trois femmes-là? Alors, c'est pas du tout un livre d'historienne de l'art. Je suis pas historienne de l'art, j'enseigne la littérature. Parce qu'il y aurait des filiations savantes ou scientifiques entre elles. C'est parce qu'il me semble qu'il y a dans leur imaginaire et dans la propre relation que moi j'ai entretenue avec chacune d'entre elles, dans mon imaginaire, il y a dans ces imaginaires-là toutes sortes de résonances et d'échos qui permettaient de les relier, mais aussi pour une autre raison, qui sont qu'elles se sont rencontrées, ou du moins je me demandais quand et où elles avaient pu se rencontrer. Elles se sont rencontrées non pas toutes les trois, mais deux à deux. Et j'avais envie d'imaginer ces rencontres et ce qu'elles avaient pu suggérer, d'autant que ce sont toutes les trois des personnalités extrêmement fortes, extrêmement puissantes. Pour répondre vraiment à votre question, la première
et c'était vraiment mon projet initial, c'était Niki de Saint-Phal. Et je crois qu'au début, je n'avais pas du tout l'intention d'écrire un livre sur trois femmes, mais d'abord d'essayer de me mettre au clair avec ce qui m'attirait dans l'œuvre de Niki de Saint-Phal. Et c'est de fil en aiguille, en découvrant son œuvre et surtout en découvrant la place qu'elle a en Suisse et puis le rapport qu'elle a noué entre sa vie et sa création, mais aussi sa vie et l'écriture. C'est au fil de cette enquête que m'est apparu et aussi qu'on m'a suggéré les proximités de son travail avec celui de Louise Bourgeois, puis avec celui d'Annette Messager. Et c'est vrai que moi, en lisant votre livre, en le découvrant, ce qui m'a aussi beaucoup intéressé, c'était effectivement votre lien avec Niki de Saint-Phal, puisque Niki, vous étiez à Paris avant d'arriver en Suisse. Vous avez mangé, dites-vous, en face de la fontaine Stravinsky, donc vous savez que Niki de Saint-Phal existe. Mais avant d'arriver en Suisse, elle va pas vous intéresser de la même manière. En fait, quand je suis arrivée en Suisse, j'ai été surprise par l'importance qu'elle avait dans le pays, probablement en raison de ses liens, de son mariage avec Tinguely, mais pas pour cette seule raison. J'ai été frappée par le nombre d'œuvres qui étaient conservées ou exposées, par les musées qui étaient consacrés à l'une ou à l'autre, à Tinguely. Je me suis donc renseignée tout simplement et je me suis aperçue qu'elle avait passé pas mal de temps à Genève, à Bâle et aussi du côté de Fribourg où vivait dans la dernière partie de sa vie Jean Tinguely. Et ça m'a intéressée d'aller voir où elle avait vécu, quels endroits elle avait habité, alors pas seulement en Suisse, mais aussi en Suisse, parce que son œuvre est complètement attachée à des territoires, dans la mesure où elle considère que ses créations sont des créations qui ont pour matériau son expérience vécue, comme d'ailleurs ce sera le cas pour Louise Bourgeois. Elle parle l'une et l'autre de sculpture autobiographique. Et donc ça me légitimait finalement à aller voir sur le terrain les terrains qu'elle a occupés pour inventer, en particulier ses mariés, mais aussi ses nanas. Et donc là, vous allez vous lancer dans une sorte de road trip helvète sur les traces de Niki de Saint-Phal. Et comment ça va démarrer tout ça? Ça démarre à Fribourg, en fait, où je découvre dans je crois que ça s'appelle Espace Tinguely Niki de Saint-Phal. Je découvre des vidéos que j'avais déjà vues, mais rapidement, où on les voit parler tous les deux, ou des vidéos aussi où on la voit s'exprimer sur sa relation à Tinguely, mais aussi sur sa relation à la Suisse et aux arts en général. Il y a aussi des petites vidéos où on la voit tirer dans les épisodes des tirs. Et là, je me rends compte qu'il y a une je sais pas, de la voir comme ça en mouvement, de l'entendre parler aussi, de les voir tous les deux sur ces vidéos. C'est une sorte de coup de foudre et je me dis, mais il faut vraiment que j'en sache plus sur ce qu'elle a fait. D'autant que c'est assez rare un couple de créateurs, et ça c'est quelque chose qui était très important pour moi, c'est assez rare un couple de créateurs où il n'y en a pas un qui l'emporte sur l'autre de toute évidence. On n'est pas du tout dans la relation qui est la relation malheureusement très fréquente d'un homme qui prend le pouvoir et qui va minorer ou ne pas laisser créer à sa juste valeur sa compagne. Et d'ailleurs, c'est parce que vous m'avez posé la question que j'ai parlé de Tinguely, mais on peut très bien parler de Niki de Oui, oui. Saint-Phal sans tout de suite le citer lui. Ils ont créé, non seulement il ne l'a pas empêché de créer, mais je pense qu'ils se sont l'un l'autre portés dans la création, ils se sont donné de l'énergie et de l'élan, mais surtout ils ont créé ensemble. Donc on n'était pas du tout dans un cas de figure qui est celui de, je sais pas, Dora Maar, Picasso, Camille Claudel, Rodin. Pensez à eux, ouais, tout à fait. Ça me rendait cette femme encore plus sympathique. J'avais encore plus eu envie de savoir comment elle avait pu finalement garder ce compagnonnage. Je crois que vraiment c'est une histoire d'amour qui a duré toute leur vie, même s'ils ont fait les choses un peu à l'envers, puisque ils ont vécu ensemble. Puis Tinguely est parti en Suisse avec une autre femme avec qui il a eu un fils. Et c'est seulement après qu'ils se sont séparés que Niki et Tinguely se sont mariés. Et je voyais dans ce mariage, après leur rupture, quelque chose qui était une façon d'affirmer leur solidarité en tant qu'artistes, en fait. Et ça, c'est quand même rare.
C'est rare et c'est aussi rare à une époque où ça ne se faisait pas du tout. Le discours de Niki de Saint-Phal, qu'on retrouve dans de multiples vidéos, dans de multiples ressources sonores aussi, et puis dans ses écrits évidemment, il est extrêmement fort d'un point de vue de la place qu'elle souhaite occuper dans la société et du message qu'elle donne aux femmes à une époque où c'était pas encore franchement tout à fait la mode, quoi. Moi, je suis pas sûre que ça le soit tout à fait encore aujourd'hui, ce qu'elle a fait, parce qu'en fait, elle décide de laisser ses enfants, enfin leurs enfants, deux enfants, à son mari, Harry Matthews, qui est Ouais, Matthews. un grand poète, un grand écrivain, parce qu'elle veut consacrer sa vie à l'art. Et c'est comme ça qu'elle le présente. Elle ne les laisse pas pour partir avec Tinguely. Elle les laisse pour se consacrer à l'art et pour ne plus souffrir de ce déchirement permanent qui fait elle est soit avec ses enfants, soit en train de créer, mais elle ne peut pas faire les deux. Alors, il s'agit en aucun cas de dire qu'elle a abandonné ses enfants. Mais elle les laisse à leur père et on voit très bien dans les interviews dans les années 60, que ce soit en France d'ailleurs ou en Suisse ou aux États-Unis, c'est quelque chose qui paraît suspect. C'est quelque chose qui paraît suspect. On n'arrête pas de lui poser des questions là-dessus. On n'en pose aucune à Tinguely qui est tout autant père de famille. Lui, il a laissé sa fille aux grands-parents. Mais ça pose de problème à personne, sauf peut-être à la fille, mais en tout cas, ça pose pas de problème ni au curateur d'exposition, ni aux marchands d'art, ni aux journalistes, etc. Donc cette dissymétrie, elle est très visible, ça rend les choses extrêmement concrètes. Et il y a une force d'affirmation, je trouve, dans les propos de Niki sur cette question très très grande, alors même qu'au fond, elle ne va cesser de représenter dans son œuvre des accouchements, des mariés, des nanas. Donc c'est quelque chose qui fait absolument partie de sa vie. Elle se sert des langes d'enfants pour coller et revêtir certaines de ces sculptures. Donc, il y a des petits débris de jouets d'enfants pour les coller sur les robes de mariée. On voit ça très très bien à Fribourg. Donc elle est à la fois par son existence, par les matériaux, par les thèmes de son œuvre, complètement dans un rapport à la maternité, à des dimensions de la féminité parfaitement reconnues à l'époque, mais elle est en proie à des normes et à des codes qui rendent ses choix à l'époque discutables, voire incompréhensibles. Mhm. Ça m'a beaucoup intriguée aussi de me rendre compte de la ténacité, du courage qu'il a fallu qu'elle ait pour finalement tenir bon. Parce que c'est ça qu'elle a fait. Elle a tenu bon. Et aujourd'hui, c'est sa petite fille qui est directrice de la fondation, ce qui prouve bien que les choses ont assez bien marché, malgré tout. Oui, oui, absolument. Mais en fait, elle casse les codes et elle casse les codes au niveau de la maternité, comme vous venez largement de le dire, et c'est effectivement extrêmement important et très marquant. Mais elle casse les codes aussi à d'autres niveaux. Alors, vous parliez des tirs tout à l'heure. Alors, ça aussi, c'est une manière tout à coup de se positionner en artiste, mais de se positionner aussi en tant que femme, en tirant sur des œuvres, en tirant à la carabine, en utilisant un moyen complètement connoté masculin, un moyen de guerre, pour faire de l'art. Et là aussi, elle va complètement renverser ce qu'on attend au fond d'une femme, et encore plus peut-être d'une femme artiste ou une femme artiste. Qu'est-ce que c'est en fait finalement? Et elle s'approprie les codes masculins pour les détourner, mais elle s'approprie aussi les codes féminins. Lorsqu'elle travaille le tissu, la broderie, la couture, elle reprend des activités qui ont été considérées comme des activités parfaitement adaptées aux femmes et même propres aux femmes, exaltant finalement leur féminité et elle le fait pour retourner ce code contre le discours qu'on veut lui faire tenir. Donc il s'agisse des tirs où elle tire la carabine sur la peinture, elle tire sur les hommes, elle tire sur les pères, elle tire sur le pouvoir, elle tire sur la guerre, ou qu'il s'agisse des travaux d'aiguille, comme on disait. Dans les deux cas, elle les détourne, elle les subvertit, et ça c'est aussi quelque chose que va faire très très bien Louise Bourgeois avec le fil et le tissu et aussi messager avec la broderie. C'est aussi un brouillage des codes finalement, ouais, de ces codes féminins. Et là, elles se retrouvent toutes les trois. Oui, sur ces brouillages, elles se retrouvent toutes les trois. C'est-à-dire que toutes les trois, elles ont eu une façon de reprendre des codes, mais aussi plus largement, concrètement, des manières de faire, des matériaux, des sujets, pour les retourner contre le discours qu'on veut que ces codes maintiennent en place.
Et ça, Mhm. c'est très puissant. C'est-à-dire qu'elles ne sont jamais dans une relation d'imitation de ce que font les hommes. Elles sont dans une manière plutôt de subversion. Mhm. D'ailleurs, Nikki, elle a eu cette phrase à propos des tirs, où elle disait, en tirant sur moi, je tire sur la société et sur ses injustices. En tirant sur ma propre violence, je tirais sur la violence du temps. Ouais, ouais, c'est très juste. Consciente aussi de sa propre violence, quoi. Ah oui, il y a quelque chose de très violent dans Niki de Saint-Phal, mais qui est très très contenu, qui est très rentré. Alors sans doute qu'il y avait une vertu, je sais pas, cathartique, de libération dans ces tirs, mais il y avait une façon de dire qu'on travaille aussi à partir de ça, à partir de la colère, à partir de la violence, en particulier la violence contre l'histoire qu'elle a subie, mais aussi contre la société qui l'a tolérée, cette violence, et contre la guerre. C'est aussi, voilà, contre la guerre, contre les injustices. Elle s'est beaucoup battue pour les droits civiques aux États-Unis. Ensuite, pour la reconnaissance des malades du sida, contre les discriminations que l'épidémie pouvait entraîner. Donc, ce sont pas du tout des œuvres comme on a pu le reprocher par un moment, ce sont pas du tout des œuvres narcissiques. C'est pas parce qu'elles partent d'un matériau personnel, d'une expérience vécue et même d'une expérience intime qu'elles se désintéressent du monde autour d'elles. C'est même tout le contraire. Mhm. Et il y a aussi un autre point commun peut-être qui se détache entre les trois, en tout cas entre les deux, entre Nikki et Louise Bourgeois, c'est le rapport au père et le rapport donc à cette fameuse autorité qu'on vient d'évoquer, hein, qui est extrêmement importante à questionner, voire même à détruire, ou en tout cas à remettre en question de manière profonde. Et ce rapport au père, c'est aussi peut-être quelque chose qui les lie. Oui, c'est un rapport au père. Alors oui, ça les lie toutes les trois. Je pense que c'est le rapport au père, à leur père personnel, pour Niki de Saint-Phal et pour Louise Bourgeois, qui ont toutes les deux fait des œuvres qui s'intitulent qui rentrent dans la case destruction du père, hein. Donc il y a une Mhm. volonté de tirer Mhm. sur le père en tant qu'il est le représentant le plus puissant d'un système patriarcal, tout Mhm. simplement. Mais aussi pour dénoncer ce qu'elles ont subi, ce père-là particulier a fait subir à leur famille. Pour Annette Messager, peut-être parce qu'elle est née un peu plus tard, puisqu'elle n'a pas la même histoire, le discours est un discours plus ironique et plus humoristique envers certains comportements masculins, mais il y a pas en effet de mise à mort du père comme Comme c'est le cas pour il est Nikki. l'homme qui les a élevés, pas du tout. Pas du Mhm. tout. Ouais, il y a C'est quelque aussi chose. pour ça que je tenais à cette construction en trois parties pour qu'il n'y ait pas d'effet de système. Oui. Et puis effectivement, pas trop de brouillage ou pas quelque chose qui se mélangerait dans un espèce de melting pot commun. Oui, il y a des points communs, oui, il y a des différences, mais il y a comme quelque chose qui va s'enrichir au fond à travers les parcours de ces trois femmes. Oui. On va s'arrêter là pour le premier épisode, mais vous retrouverez Nathalie Piéguet demain dans la suite de cette conversation où elle va nous emmener jusqu'en Engadine sur les traces de Niki de Saint-Phal. Si vous avez aimé cet épisode, vous pouvez lui laisser quelques étoiles. Et moi, je vous retrouve demain pour la suite de J'envoie. Merci de nous avoir écoutés jusqu'au bout.